Frédéric Bizard, bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de l'économie de la santé. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe était ce matin dans le Val d'Oise avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et ils ont lancé un plan d'action visant à transformer, et non pas à rafistoler, à transformer, disent-ils, notre système de soins qui, c'est vrai, craque de toutes parts. Alors, ils ont listé plusieurs chantiers, et le premier s'intitule « Qualité et pertinence des soins ». Frédéric Bizard, c'est terrible de se dire qu'on pratique à l'hôpital des actes qui sont inutiles, et on parle d'actes lourds. Le Premier ministre a cité des césariennes qui seraient pratiquées 2 fois plus, plus ou moins du simple au double selon le département dans lequel on se situe. Il n'y a pas que des césariennes, j'imagine. Oui, alors d'abord, j'ai trouvé le Premier ministre assez stoïcien, c'est-à-dire que c'était vraiment, il applique un peu le principe stoïcien qui est de dire supporte et abstiens-toi. Malheureusement, dans ce plan-là, et on le savait parce que dans la stratégie nationale de santé, il y a une page pour l'hôpital, mais avec strictement aucun plan stratégique derrière. Bon, donc pas très surpris, on met 100 millions sur la table pour essayer de calmer cette cocotte minute sociale qui véritablement est une bombe à retardement, et je pense que le quinquennat ne pourra pas se terminer si on ne lance pas un vrai plan pour le coup de transformation, mais avec des actions concrètes, sans qu'il y ait une crise sociale. Mais c'est déjà bien de se rendre compte des choses avant d'agir. Je ne soupçonnais pas qu'à l'hôpital, on vous faisait des choses, parce qu'on va arriver... mais ça, c'est pas vrai ? Non, mais c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a une hétérogénéité des pratiques, que ça soit en ville ou à l'hôpital, entre les régions, plus ou moins justifiée. Mais l'homogénéité des pratiques n'est pas un objectif en soi. C'est la qualité des pratiques qui font. Il peut y avoir une certaine hétérogénéité qui n'empêche pas la qualité des pratiques. Je rappelle que la première cause de non-pertinence des actes, c'est lorsqu'on a des gens qui sont malades, alors que finalement, avec une meilleure santé publique, on pourrait repousser la pathologie. C'est-à-dire qu'une anticipation et de la prévention, puisqu'on a un système qui est hospitalo-centré, mais aussi curativo-centré. Donc ça, c'est la première chose. Donc si on veut véritablement agir, et en effet, il faut le faire... En préventif ? En préventif. Donc comment on le fait pas. Comment on ferait concrètement pour agir en préventif ? Le premier problème, c'est la même chose à l'hôpital, c'est un problème de gouvernance. L'hôpital est asphyxié par l'hyper-administration que chaque loi vient renforcer. La dernière loi... Il faut savoir qu'entre l'agence régionale de santé, juste à l'échelon régional, et le praticien hospitalier, vous avez 9 strates administratives. Eh bien, la dernière loi de santé de Mme Touraine de 2015 n'a pas trouvé mieux que de rajouter une strate administrative qui sont les groupements homogènes de territoire, les groupements hospitaliers de territoire. Bon, donc forcément, le praticien hospitalier, sans parler de l'aide-soignante, se sent complètement dévalorisé, se sent sans aucune action possible, alors que c'est lui qui est la cheville ouvrière du soin au quotidien avec son équipe. Donc, il faut simplifier considérablement la gouvernance. Et aucun système économique et social ne peut fonctionner avec une gouvernance qui dysfonctionne. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que qui est responsable de cette décomposition de l'hôpital aujourd'hui ? Il y a des responsabilités. C'est la technostructure. On a, et c'est très simple à comprendre, mais malheureusement, c'est à elle qu'on va demander véritablement de transformer ce qu'elle a fait avant. Donc ça va être très compliqué. On a eu 2 plans récemment hôpital. Un plan hôpital 2007, un plan hôpital 2012, pour lequel on a mis près de 30 milliards d'euros pour chaque plan pour moderniser les hôpitaux. Et avec ça, 10 ans plus tard, on se retrouve avec des hôpitaux qui sont en rien modernisés et qui véritablement souffrent d'un problème de compétitivité. C'est un gros mot, mais c'est pour ça qu'on a une tarification aujourd'hui qui la tue. Bureaucratisé, une technostructure qui l'empêche de fonctionner au mieux. On sait que l'hôpital aussi est très sollicité. On va regarder une image d'un hôpital bondé. On sait que les urgences, il y a de plus en plus d'attentes. Est-ce qu'on a raison de dire, au fond, l'hôpital, c'est la voiture balai ? Comme on n'arrive plus à joindre le médecin, comme du coup on se retrouve à l'hôpital pour un moindre pépin. Est-ce que c'est vrai ça ? Non, mais le cœur du problème, c'est la gestion des pathologies chroniques. Le XXe siècle a été un combat contre les pathologies infectieuses et l'hôpital était le cœur de ce combat-là. D'accord. Et on l'a gagné, ce combat, globalement. Même si il faut rester vigilant et les questions de vaccination sont là pour nous le rappeler. Maintenant, le combat, c'est contre les pathologies chroniques. Pathologie chronique, c'est un parcours de soins. C'est sur la durée qu'il faut agir. Et là, l'hôpital n'est plus au centre, mais encore faut-il le remplacer par quelque chose qu'on va mettre au centre, qui est une médecine ambulatoire, mais qui est radicalement différente de la médecine hospitalière sur le plan de la gouvernance, du fonctionnement, du financement. Et puis, donc, l'hôpital vient un petit peu en bout de chaîne.
D'accord ? Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire qu'on doit avoir un hôpital qui doit être réorganisé pour être ultra compétent, pour faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. On va faire de moins en moins de choses à l'hôpital, mais des choses de plus en plus compliquées et aussi des choses avec un hôpital de plus en plus rationalisé sur des gestes très standardisés. Donc ça veut dire que concrètement, il y a certaines pathologies, on ne devrait pas se déplacer à l'hôpital. Le médecin devrait, ou le pharmacien devrait être capable de le gérer. Mais bien sûr, il faut tout réorganiser ensemble. C'est pas, le plan de transformation ne passe pas par un plan de transformation de l'hôpital. Le numérique, puisque c'est l'un des autres chantiers, la télémédecine, est-ce que c'est un gadget? Et aussi cette idée qu'au fond, on n'a pas de dossier numérique. Quand je vais chez le médecin, quand je vais à l'hôpital, on me refait tous mes examens parce qu'on ne connaît rien de moi. Ça paraît aberrant. Aujourd'hui, on connaît ma carte, Amazon connaît ma carte de crédit, mais l'hôpital, il ne me connaît pas. Je suis assez scandalisé par une chose, c'est quand l'État, quel que soit le gouvernement, va dans un hôpital et commence à faire des leçons sur des problèmes de pertinence des soins, alors que l'hôpital, depuis 2004, n'a pas été capable de mettre juste la base d'un dossier médical personnel qui, sans ce dossier médical personnel partagé maintenant, en fait, il est évident que vous allez un jour à Paris faire des examens, si vous êtes le lendemain à Nice, on vous refait les examens. C'est la première cause de gabegie. Ouais. Donc, d'un côté, on n'a pas de politique de prévention, on n'a aucune politique, en effet, numérique de portage de l'information qui permet qu'il y ait la première source d'économie. Donc ça va se faire, c'est une bonne chose, ça, qu'on y aille. Enfin, on a 15 ans de retard. Le problème, c'est qu'on fait porter cette responsabilité-là de gabegie sur le dos des professionnels de santé. Donc il y a une crispation. Je parlais de crise de confiance. Il y a une vraie crise de confiance à l'hôpital. Il faut redonner cette confiance-là en faisant un diagnostic, et ça n'a pas été fait ce matin comme il n'a pas été fait, un diagnostic qui soit réaliste. Vous êtes assez sévère avec les pouvoirs publics en général. Il a abordé autre chose aussi. On parle beaucoup des hôpitaux débordés. Il y a des hôpitaux aussi qui sont en sous-régime, qui sont à moitié vides, on va le dire. Et il est question de revoir la carte territoriale. Est-ce qu'il faut avoir le courage de fermer certains hôpitaux? On sait que dans les zones rurales, on se bat pour garder ces hôpitaux. Est-ce qu'on a tort ou on a raison? Alors, on a franchi quelques petits pas vis-à-vis de la gouvernance pour essayer que les politiques locaux ne s'en mêlent pas, ne soient plus à la tête. On a mis un conseil de surveillance ou un conseil d'administration. Bon, mais on a fait des petits pas. Or, il faut franchir le pas d'abord dans la gouvernance, que ça ne soit pas à l'État de fermer les hôpitaux. D'accord ? Il faut que l'État délègue en posant des objectifs, en posant des règles du jeu et que ça soit... Délègue à qui ? Parce qu'aucun maire n'a envie de fermer l'hôpital de sa commune. Délègue à qui ? Moi, je pense personnellement que c'est une démocratie sanitaire autour de l'assurance maladie. C'est pas aux agences régionales de santé, mais c'est aux assurances maladie, aux assurances santé d'ailleurs. On ferait mieux de parler d'assurance santé que d'assurance maladie, de le faire. Donc il faut recréer un organe qu'on avait créé en 1945, mais simplement avec les représentants des actifs. Il faut les représentants de l'ensemble des citoyens. Il faut mêler le citoyen à cette question-là. Le citoyen du bon sens et citoyen, attendez, pardonnez-moi, mais bien souvent on le voit manifester pour garder son hôpital, mais en revanche, dès qu'il a un pépin, si l'hôpital est petit, hop, il va dans la grande ville pour se faire soigner. Oui, mais aujourd'hui, il voit bien qu'il a une qualité de service rendu qui reste acceptable grâce aux professionnels de santé qui n'en peuvent plus. Donc là, la prochaine étape, c'est le citoyen qui va voir sa qualité de service se dégrader. On a un hôpital pour 20 000 habitants en France, là où on en a un pour 100 000 habitants dans des pays nordiques ou comme d'autres. On a une surcapacité hospitalière d'environ 35%. Si je prends juste l'équivalent les moyennes dans les pays de l'OCDE... Par habitant, on a 35% de plus de lits. Non, on a une densité de lits de 35% supérieure à la moyenne. 6,1 pour 1000 habitants contre 4,5 pour 1000 habitants dans la moyenne. Des pays comme l'Espagne, des pays comme la Suède, des pays comme l'Angleterre, qui ne sont pas totalement sous-équipés en hôpitaux, ont moins de 3 lits. Bon, il faut dire la vérité aux Français. Notre problème, ce n'est pas un problème de moyens. 55% des dépenses d'assurance maladie pour les soins vont à l'hôpital. On surdépense, mais on dépense mal. On n'investit pas dans les technologies, on n'investit pas dans les ressources humaines, et donc forcément on a une crise d'efficacité. Merci beaucoup Frédéric Bizard d'être venu nous parler de ce plan dont vous paraissez un peu sceptique. Enfin, on va voir, on espère que les choses vont s'arranger. Je rappelle donc économiste spécialiste de l'économie de la santé. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur l'affaire Johnny Hallyday, puisque Laetitia, son épouse, hériterait de tout testament que contestent les enfants du chanteur, et notamment Laura Smet, qui enrage de ne rien pouvoir récupérer, pas même, dit-elle, une pochette de disque dédicacée. C'est dans l'air est intitulé ce soir Hallyday, l'héritage en question.